Now let's go. Bonjour Daniel, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce congrès sur l'immunité et des médecines intégratives. Tout d'abord, j'aimerais savoir qui tu es, qui es-tu? Merci Kevin, bonjour à toutes et à tous. La question de Kevin est un peu de circonstance. Qui tu es en fait? C'est véritablement la question des agresseurs, des pathogènes qui essaient d'entrer dans nos espaces privés, dans nos espaces biologiques et pas seulement biologiques. Alors, en ce qui me concerne, en fait, en tant qu'universitaire, j'ai travaillé pendant ces dernières années à, à l'épistémologie, surtout appliquée sur le langage des, des thérapies dites complémentaires. En effet, toute une série de flottements, d'imprécisions à la fois de notions et de concepts viennent desservir en fait des éléments pourtant extrêmement riches de par leur origine historique. Les systèmes de médecine traditionnels sont très puissants. Ils ont des fois 3000, 4000 ans de recul, d'expérience. Cette vision empirique, qu'on va d'ailleurs très bien retrouver dans la vision intégrative de la naturopathie, peut véritablement apporter un ensemble harmonieux associé à la médecine expérimentale, la médecine issue de Claude Bernard, qui reste la spécialiste dans le diagnostic et le traitement des maladies et des pathologies. On peut imaginer un paysage harmonieux où une naturopathie repensée à partir de concepts en accord avec la science contemporaine, mais sans trahir l'expérience extraordinaire, l'expérience pratique, sans trahir en rien l'apport très très précieux de ces approches. Et puis progressivement, je me suis vite aperçu que le terme complémentaire n'était pas juste ou suffisant. Bien souvent, il faudrait parler plutôt de thérapie suppléante, dans la mesure où il s'agit de suppléer en fait au manque, justement au manque d'intégration, au manque de prise en compte de la totalité de notre mystère vivant et humain. Et donc, en suppléance à une médecine extrêmement précieuse qui a énormément augmenté l'espérance de vie au cours du siècle dernier. Cette médecine donc précieuse a dû pourtant passer par la lecture biochimique de la vie, voire obéir à une sorte de principe qui était hors du moléculaire, point de salut. Et en fait, nous a fait parfois oublier, ça concerne les médecins aussi, bien sûr, qu'il s'agit d'un art, en fait, la médecine, autant que d'une science empirique, d'une science imparfaite, d'une science qui se calque sur toutes les incertitudes et toutes les bizarreries que le vivant présente. Et donc, très vite, ce thème de l'immunité, je vous proposerai pour introduire un petit peu nos différentes interventions dans le cadre de cette rencontre, je vous proposerai d'en faire une lecture d'abord un petit peu épistémologique. Épistémologique, ça veut dire une réflexion en fait sur nos pratiques conceptuelles, une réflexion autant sur nos méthodes que sur les théories qui fondent nos pratiques en fait. Et une chose apparaît assez vite à l'esprit lorsqu'on s'interroge sur la nature profonde du vivant. Et Kevin, si je te demande ce que tu me dirais s'il s'agirait de décrire la quintessence du vivant, tu dirais quoi? La quintessence du vivant. Moi, je dirais être heureux, se connaître soi-même. Non, c'est très. Je suis limité là.
Mais en fait, la quintessence du vivant, effectivement, c'est de l'ordre du rayonnement. En fait, un vivant est fait pour s'expanser dans un milieu. Effectivement, le terme heureux s'y prête parfaitement, puisque dans heureux, il y a une racine qui est urim, qui est une racine hébraïque, en fait, qui signifie ce qui est pur, en fait, et ce qui est mis au début d'une aventure. C'est la racine, en fait, qui veut dire aussi initié, en réalité. Donc c'est vrai que le but du vivant, c'est l'expansion, qui est symbolisée dans la vie humaine par une recherche incessante, souvent contrariée d'ailleurs, il faut bien le dire, du bonheur. Et ce bonheur passe par l'homéostasie biologique, elle passe déjà par un équilibre entre l'organisme et le milieu, et par un équilibre interne, bien sûr, à notre organisme. Et pour compléter cette première approche, d'une manière peut-être plus rigoureuse en termes, enfin moins satisfaisante en termes de description humaine, on pourrait dire que fondamentalement, ce qui caractérise le vivant, initialement, avant d'être une question de connaissance, et par conséquence de reconnaissance en fait, en effet, un vivant heureux est reconnaissant. Il a de la gratitude, mais en même temps, il reconnaît une sorte de loi qu'il a fondée, une sorte de loi naturelle en fait. Et cette reconnaissance est un terme, comme par hasard, qui va être au cœur même des processus de l'immunité. Un invariant donc central pourrait définir le vivant de façon très simple, c'est que le vivant repose sur la séparation avant de reposer sur la relation, sur les phénomènes informationnels de reconnaissance. Et donc, cette séparation est un processus universel. S'il n'y a pas de séparation entre la première cellule, entre l'organisme monocellulaire et son environnement, ça signifie tout simplement la mort par entropie universelle, par dégradation immédiate de l'énergie et de l'information. Autrement dit, le vivant pour exister suppose d'établir d'abord un acte séparateur, une distinction entre le dedans et le dehors, une séparation nette entre le milieu de vie et un milieu qui va devenir interne, qu'on appellera, à partir de Claude Bernard, vraiment le domaine des milieux intérieurs. Ces milieux liquidiens, caractérisés par des constances biologiques, et la découverte en physiologie de ces constances a été une fantastique acquisition en fait de la science et de la connaissance de manière générale. Donc une séparation nette entre un dedans et un dehors, et ça va être l'invention géniale de la première membrane cellulaire, qui est une interface qui a une grande puissance d'ailleurs de défense, d'abord en termes électriques, et puis ensuite à l'intérieur va pouvoir se développer une sorte d'îlot spatio-temporel de très grande complexité, une complexité très très supérieure en réalité à celle du monde extérieur, ce qui va caractériser donc la vie à partir de l'établissement de cette limite, de cette séparation. Ça va être l'instauration d'une zone qui résiste en fait aux lois physiques du grand principe universel de dégradation de l'énergie, pour au contraire construire via une information très très complexe, pour construire des structures de plus en plus élaborées, de plus en plus hiérarchiques, qui à partir des organismes pluricellulaires vont aboutir à cette exceptionnelle expansion du monde des mammifères auquel nous appartenons, et jusqu'à cet organisme humain avec toute cette complexité embarquée qui va devenir une personne, puisque la personne c'est avant tout un corps en fait, et ce corps est bien plus qu'un ensemble d'interactions électrochimiques ou d'interactions moléculaires dans nos systèmes enzymatiques. Cette personne va être équipée d'un psychisme, ce psychisme va être équipé d'un champ relationnel, elle va être branchée sur aussi un monde extérieur,
Mais là encore, le psychisme est dans une structure vivante. Il ne faut pas ignorer en fait qu'il est aussi basé sur un principe de séparation. Nous devenons une réalité psychique à partir du moment où nous nous séparons, où nous quittons nos parents en fait. D'abord, nous nous séparons de l'organisme féminin à la naissance en tant qu'être indifférencié et progressivement nous allons naître par séparation successive, très successive, nous allons naître à une identité propre. Et qu'est-ce que l'identité? L'identité a à peu près la même définition que celle de l'immunité. C'est la distinction entre un soi et un non-soi, en fait. Ce soi qui dit je, tout comme l'organisme va affirmer son intégrité et sa souveraineté en posant en fait un très net principe qui est celui-là même de l'immunité. Reconnaître le soi du non-soi. Donc ce principe universel de séparation, nous pourrions en fait, vu que nous travaillons beaucoup dans le cadre d'une approche intégrative des phénomènes vivants et des personnes humaines, nous pouvons l'étendre aux groupes sociaux, on peut l'étendre aux États, aux nations, aux pays, aux sociocultures, aux civilisations. Ce qu'a fait d'ailleurs un grand professeur de neurologie mondialement célèbre, qui s'appelle Paul Trouillas, qui est d'origine lyonnaise, et qui a aussi beaucoup travaillé en philosophie, et dans un livre qui s'appelle Séparation et civilisation, il montre que cet invariant est absolument un phénomène central, non seulement pour garder l'intégrité des systèmes politiques, des sociétés, des civilisations, mais aussi des personnes, puisque s'il n'y a pas de séparation, par exemple, des pouvoirs, comme Montesquieu l'avait proposé dans l'esprit des lois, s'il n'y a pas séparation nette du pouvoir juridique, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif, eh bien nous entrons facilement dans la barbarie et dans la tyrannie en fait. Et tout comme on va entrer dans la tyrannie lorsqu'il n'y aura plus une séparation nette entre notre organisme et le monde extérieur. Donc on pourrait mettre un petit peu, à partir de ce concept de séparation, une loi universelle qui définirait d'une manière un peu plus conceptuelle, moins pratique, mais très utile au plan scientifique, le vivant. Le vivant, c'est ce qui est capable de se séparer très nettement du flux physique de la matière pour, en construisant une complexité totalement improbable, non seulement se propager, résister à la flèche du temps, à la flèche de la dégradation irréversible de l'énergie, pour au contraire se perpétuer à travers le temps. C'est déjà une longue histoire, puisqu'elle a déjà 4 milliards et demi d'années, si on en croit le modèle de la théorie de l'évolution. Et nous sommes donc des chaînons, toujours apprenants, en fait, de cette vaste histoire. Et donc, quand Kevin a eu l'idée brillante, en fait, d'organiser ce congrès, Kevin, il s'est basé, en fait, sur une conception très large qu'il a eue lorsqu'il a créé son école de naturopathie, très originale, puis lorsqu'il l'a étendue, de manière encore très très utile à la naturopathie animale, Kevin a toujours été quelqu'un qui m'a impressionné par son sens de l'intégration, autant par l'humanité, la grande qualité relationnelle qu'il établit avec ce génie de faire se rencontrer des gens de manière improbable, pardon, et en même temps avec toujours l'idée d'intégrer la vision sans exclure d'emblée, sans se substituer au monde de la médecine. C'est extrêmement clair. La naturopathie ne fait pas de diagnostic en dehors d'une évaluation de terrain.
elle ne fait pas elle ne traite pas des maladies, c'est absolument clair. Et quand l'OMS l'a classée dans les thérapies, dans les médecines complémentaires, c'est bien rappelé qu'il n'y a aucune confusion possible. Mais Kevin a eu le génie d'inviter à ses cours à la fois des médecins, voire des très grands professeurs de médecine, comme on le verra par toutes ces personnes qui viennent honorer ce projet, mais aussi en laissant en place à des cliniciens, à des découvreurs, à des inventeurs, de thérapeutes, voire à des explorateurs un petit peu en marge. Mais toujours avec cette idée de fédérer avec toutes ces personnes avec un seul souci, ce souci de servir l'humanité, cette idée d'apporter une pierre au grand édifice de la construction de la santé des personnes et des populations. Je tiens, Kevin, d'ailleurs, à te remercier parce que moi, j'interviens de façon un petit peu homéopathique dans cette école, un peu dans l'esprit d'aider à cette vision intégrative que pour ma part j'ai plus développée dans le monde anthropologique et psychologique, mais que je suis heureux de pouvoir voir s'incarner de façon plus approfondie dans cette approche. Donc si je me permets de dire ces choses, c'est parce que j'ai une double formation en fait, pour répondre finalement à cette question après un long détour en fait, mais qui me semblait important à faire. Ma formation initiale est celle d'un cursus double, en fait, hybride, entre une formation de psychologue classique, mais d'orientation cognitiviste, et une formation de neurobiologiste du comportement. J'ai toujours gardé les deux spécialités, en fait, aboutissant à une situation universitaire pas toujours confortable, hybride. Voilà. Donc à partir d'une thèse à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, après un DEA de neurobiologie, j'en suis arrivé petit à petit à enseigner cette vision intégrative de l'homme dans l'approche des sciences de l'homme. Voilà pour répondre à la question de Kevin. Merci pour cette présentation, merci pour l'hommage, c'est très sympa. Et pour revenir justement sur l'immunité, tu l'as très bien dit au début, il y a plein d'outils qu'on pourrait utiliser pour se sentir bien dans son quotidien. Et il est vrai qu'à notre époque, en 2020, avec toutes les techniques, les technologies, les différentes thérapies, médecines, on en est à être même, je dirais, limité dans les méthodes de soins. On a perdu le fil de la compréhension de soi. Et on ne va pas prendre l'exemple du Covid. On a dit qu'on ne voudrait pas encore amener de la culpabilité, de la peur chez les personnes, mais c'est quand même assez décevant de voir qu'on met de côté radicalement toutes les techniques qui pourraient nous faire du bien dans une hygiène de vie, à la fois simple à mettre en place, peu coûteuse, et qui paraît même tellement simple qu'elle, je dirais elle paraît inutile, voire inefficace à notre époque. Il est vrai que dans cette crise du Covid, l'urgence, l'affolement, la nécessité de faire face à un risque pandémique élevé a court-circuité un petit peu toutes les autres approches. C'était une approche plus militaire des choses pour faire face à l'urgence. Et il est bon aujourd'hui, bien que ces crises ne soient pas finies, on ne peut même pas dire après coup, d'apporter quelques nuances aux approches qui ont été développées pour dire que en face du danger qui attaque se trouve une armée dont nous sommes équipés, qui n'est pas seulement l'armée apportée par les outils de la médecine et de la pharmacologie, mais qui sont nos outils naturels. Il serait peut-être intéressant aussi dans cette petite introduction de nous souvenir comment l'humanité a pratiqué cette naissance progressive à l'idée
d'immunité. Et vous savez qu'en fait, c'est vraiment à partir du prix Nobel 1908 attribué à la fois aux Français avec Elie Metchnikoff et aux Allemands à travers Paul Ehrlich en fait. C'est à travers ce prix Nobel qu'on a vraiment commencé à fonder une discipline qui deviendra plus tard l'immunologie, à partir de Louis Pasteur, bien entendu. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il y avait l'immunité qui est une forme de guerre, en fait, qui est une stratégie guerrière, est née historiquement d'une guerre scientifique qui est devenue, hélas, une guerre carrément militaire, extrêmement meurtrière, qui était la guerre de 14-18. C'était un combat entre la science française et puis la science allemande à l'époque. Elie Metchnikoff est un zoologiste, n'est-ce pas? Et il travaillait sur les embryons d'étoiles de mer. Et il s'était aperçu que lorsque on piquait un embryon avec une épine de rosier, progressivement l'embryon réagissait de façon très vive, commençait par entourer l'épine avec un mécanisme qui progressivement allait la circonscrire, la digérer et l'expulser. Et c'était la grande découverte de la phagocytose, évidemment. Il appartenait à l'époque, dans cette guerre scientifique, à ceux qu'on appelait les cellularistes, qui étaient donc plutôt pensés du côté français. Donc en 1882, je crois, cette découverte de la phagocytose va prendre, évidemment, va donner un temps d'avance à la physiologie française. Les Allemands avec Paul Ehrlich, je pense, vont attendre 1896, je crois, pour découvrir en fait la dimension humorale. C'était les humoralistes en fait, les gens qui disaient, en gros, il y a un processus biochimique dans l'identité. Il s'avère que ces deux chercheurs avaient totalement raison. C'est la raison pour laquelle ils ont eu ensemble, les frères ennemis ont eu le même prix Nobel en 1908. La science a beaucoup d'humour, souvent, qui arrive à faire ce genre de farce aux oppositions qui sont bien, et même souvent, on va dire, trop humaines, en fait. Mais évidemment, cette idée très militarisée de la vision immunitaire va très vite s'imposer comme un des principes, en fait, de l'immunologie. Et avant que ce terme ne soit créé, il faut se souvenir que très loin, ça remonte à Mithridate IV, je crois, qui était le roi du Pont. Le Pont, c'est cette partie, en fait, au nord-est de l'Asie mineure, qui se trouve au sud, en fait, de la mer Noire. Et Mithridate était un roi qui était très menacé. On empoisonnait facilement à l'époque, mais c'est plus seulement à l'époque, c'était toute l'histoire. Et il avait une terreur des poisons qu'on utilisait. Alors il avait eu l'idée chaque jour de s'en inoculer une infime quantité, pensant que ça allait petit à petit aider son organisme à faire face à un empoisonnement qu'il n'aurait pas pu prévenir. De là est né le terme mithridatisation, qui a quelque chose de l'hormèse, dont on parlera aussi dans ce congrès. C'est-à-dire, en fait, on fait se confronter carrément l'organisme, pendant qu'il est en bonne santé, pendant qu'il est en bon état réactionnel, à des agents qui peuvent être des toxiques très violents, tels que des poisons. C'était le cas aussi d'utilisation de l'arsenic en Italie du Sud. Les gens prenaient beaucoup d'arsenic sans s'en rendre compte, en fait, de par la charge des eaux. Ça avait un effet assez déplorable sur l'organisme, mais ça avait un effet, c'était de conserver une peau parfaitement jeune, même à 80 ans, en fait. Et les gens, finalement, résistaient à l'arsenic, qui par définition conserve le mort et tue le vivant, selon la formule classique. Mithridate a eu d'autres penseurs médicaux, cette fois du côté de la médecine chinoise, évidemment. Ce qu'on appelait la variolisation consistait à prendre du pus de malades infectieux et l'inoculer, l'injecter à des personnes saines.
Et cette méthode, via la Turquie, via la femme d'un ambassadeur anglais en Turquie, va être amenée en Angleterre au XVIIIe siècle. Et ça va donner l'idée, en fait, à Jenner de pratiquer ce qui sera la première vaccination au monde. C'est-à-dire, il va prendre la vaccine des vachers, c'est une maladie bénigne mais apparentée à la variole, avec l'idée d'injecter cette vaccine à des populations saines, à des personnes capables de se défendre. Et c'était le premier acte vaccinal de l'époque. Sans erreur de ma part, en fait, c'était vraiment le début de ces grandes aventures que Louis Pasteur va continuer, que la science française va particulièrement mettre en évidence. Et c'est très intéressant que ce soit le tétanos qui a été concerné par la découverte en fait de ses propriétés. Et la vaccination antitétanique a été un progrès médical absolument extraordinaire. Alors, vous savez, le problème de la vaccination, c'est qu'elle est mal connue par le grand public. Les gens ne connaissent pas cette histoire. L'autre problème, bien souvent, c'est qu'en fait, pour qu'un organisme puisse accepter qu'une vaccine mette en éveil son système immunitaire, il faut l'agresser aussi par une toxine, par des éléments toxiques, qui va donc éveiller dans l'immunité innée la première réaction, qui est la réaction inflammatoire, en fait. Je ne sais pas si c'est le lieu ici d'aller beaucoup plus loin dans cette présentation historique et épistémologique. On pourrait dire tout de même que la grande différenciation entre l'immunité innée et l'immunité adaptative a marqué aussi un très très grand progrès de la connaissance médicale et physiologique humaine. Et puis ensuite, que ce soit l'immunité cellulaire ou l'immunité humorale, va avoir une très très longue histoire, puisque plus on est rentré dans les mécanismes biochimiques immunitaires, plus on a découvert l'extraordinaire équipement dont nous disposons. Et en fait, quand les premiers anticorps ont été découverts, c'est l'anticorps lié au tétanos, par Paul Ehrlich justement, c'est là que véritablement on s'est dit, mais en fait on n'est pas si désarmé de ça face à la maladie. Et face donc à cette aventure médicale et scientifique, l'aventure naturopathique, elle, ne va pas s'occuper de l'aspect de maladie, elle va plutôt travailler à prévenir l'arrivée de ce qui ne peut ne pas se produire, c'est-à-dire l'agression par un poison, par une toxine, ou que ce soit par des parasites, que ce soit par des bactéries, que ce soit par des virus, et avec toutes les réactions en chaîne, voire l'enquistement d'un certain nombre de micro-organismes, qui va petit à petit, très rapidement, épuiser notre immunité innée. Et on aura à patienter qu'une immunité adaptative puisse opérer. Et entre-temps, les outils naturopathiques sont extrêmement efficaces, que ce soit l'approche nutritionnelle ou d'autres approches. Alors, petit à petit, en travaillant dans le domaine de l'analyse des thérapies dites complémentaires, je me suis aperçu qu'avec différentes approches, en particulier celle de l'auriculomédecine, je me suis aperçu qu'en réalité, il y avait une dimension biophysique à l'affaire, pas seulement une dimension moléculaire du vivant, et que ça permettait de conceptualiser de manière beaucoup plus claire des choses qu'on ne comprenait pas en fait à l'origine. Savoir qu'à côté d'une immunité en fait innée, d'une immunité adaptative, on a déjà ce que les Chinois avaient modélisé à travers leur système, c'est-à-dire on a une sorte de bulle, on pourrait appeler ça aujourd'hui un champ protecteur autour de notre corps. Ce champ est constitué par les grands méridiens yang en surface du corps,
Et par exemple, quand on a attrapé un coup de froid en période grippale, les Chinois appliquent des ventouses qu'ils font ripper d'une manière extrêmement rapide jusqu'à ce que provoquer une réaction inflammatoire, un rougeoiement, de la chaleur, de la douleur aussi, un peu de gonflement. C'est-à-dire en fait on provoque la première ligne de défense et c'est une véritable vaccination, on va dire, comportementale que celle-là. C'était donc l'idée qu'en plus d'une protection interne, avec plusieurs lignes de défense, organisées un peu à la manière d'une citadelle, d'un système militaire, on a aussi un champ autour de nous, une dimension électromagnétique de l'immunité sur laquelle il serait très intéressant de travailler de manière plus approfondie. On peut déjà dire que c'est un champ de nature quantique parce qu'il est photonique, que notre système neurovégétatif réagit très très bien à toute information qu'on présente dans ce champ, à proximité, dans cette zone qu'on appelle aujourd'hui le périderme. C'est un concept qui avait été publié en fait. Et ce périderme, en fait, c'est ce champ qui va un petit peu au-delà de notre peau, de notre endoderme, de notre derme et de notre épiderme. Il y a donc un périderme qui a quelque chose à voir avec l'immunité. Je ne sais pas si vous avez observé, en fait, que souvent une grippe ou une maladie virale se développe, bien sûr, parce qu'on a été en contact avec l'agent pathogène, mais surtout parce qu'on a été affaibli au niveau thermique. D'ailleurs, les Chinois avaient un vieux traité qui s'appelait le Xuanlun, qui s'appelle le traité des coups de froid, en fait, où en fait ils exposaient un petit peu la manière dont le vent ou le froid pervers va pénétrer en mettant à mal le système de défense des grands méridiens externes du corps, pour ensuite très vite, selon l'affaiblissement important au nom du corps, aller jusqu'à toucher le système digestif, ce qui provoque des problèmes de vomissement souvent, de mal-être, et puis aller très loin jusqu'au yin du yin, jusqu'au attaquer l'énergie des reins, et la maladie peut devenir très rapidement très très grave. Et donc cette énergie de défense, ils utilisent bien sûr un certain nombre de techniques. J'ai parlé celle des ventouses, il y a celle des moxas également. Et puis il y a l'usage de certains points. Donc la science a démontré, par exemple le 36 du méridien de l'estomac, qui lorsqu'il a été poncturé, manuellement chauffé au moxa, va augmenter dans les heures qui suivent la production de leucocytes, de globules blancs, ce qui va donc nettement faciliter la défense immunitaire. On aurait donc, à côté de cette immunité à la fois cellulaire et humorale, à travers les processus innés et les processus adaptatifs avec apprentissage, on aurait donc à suivre aussi la piste d'une troisième immunité qui serait peut-être la première ligne de défense. Notre première ligne de défense est lorsqu'on perd trop d'énergie, principalement infrarouge, eh bien, la totalité de notre organisme est mise à mal, se trouve en état de danger. Je ne sais pas ce que tu en penses, Kevin, mais dans l'approche des gens qui enseignent l'acupuncture, ce serait extrêmement intéressant de spécifier, en fait, de faire une synthèse un peu de la manière dont la médecine chinoise va arrêter, par exemple, les pathologies grippales, condition d'intervenir dans les premières 48 heures, tu sais, en traitant certains points qui se trouvent, par exemple, la porte du vent, c'est quoi? Ça doit être sur le méridien de la vésicule biliaire, en fait. Et puis les points liés au poumon, en fait. Et puis plus tôt on réagit, plus c'est facile pour appeler le système immunitaire, justement. Alors, c'est intéressant la remarque que tu viens de faire parce qu'en fait, elle nous rappelle qu'il y a une dimension temporelle aussi, à côté de l'organisation, on veut dire, biochimique et spatiale de nos organismes. La rapidité de réaction, un peu c'est comme en arts martiaux en fait, la rapidité de réaction et le caractère précoce
va aider plus facilement à faire que l'évolution d'une pathologie qui essaierait de s'installer pour éviter justement qu'elle aille trop loin. Et ça aussi sont des techniques naturopathiques, hein, celle d'habituer le corps, de pratiquer la respiration, d'utiliser le froid, l'eau froide, l'alternance du chaud et du froid, à condition que le plan cardiovasculaire, on ne mette pas à mal la santé du patient. Il est bien clair que cette promptitude réactionnelle est une caractéristique immunitaire. D'abord, c'est une activation de notre organisme par la toxine ou par l'agent pathogène qui viole en fait cet espace sacré, sacré comme un temple, hein, qui est l'espace de notre corps, l'espace de nos cellules. J'ai oublié tout à l'heure de dire une chose, c'est que en grec, on appelait temple o naos. Le naos. Et ce naos, en fait, en grec, ça signifie l'intérieur. Autrement dit, l'immunité est gardienne du temple. Elle est gardienne de notre naos, qui est notre espace sacré, c'est-à-dire l'espace sacré en nous, ce sont nos milieux intérieurs. Et le milieu intérieur ultime, le plus intérieur, c'est bien sûr le liquide céphalorachidien. Dans cette hiérarchie des milieux intérieurs, il y a des espaces encore plus protégés que les autres. Donc l'espace qui protège la grande centrale de surveillance et de commande, le système nerveux central évidemment, est un des derniers, un des plus protégés, on va dire, à l'invasion microbienne. Et notre époque, il y a quand même des substances qui passent dans le liquide céphalorachidien, non? Il y a des systèmes qui passent, effectivement, il y a des substances qui passent la barrière hémato-encéphalique, souvent d'ailleurs en présence de micro-ondes pulsées. La plupart du temps sont des albumines qui provoquent assez vite une réaction inflammatoire, donc un maux de tête. On a ça chez les électrosensibles. On a aussi des perturbateurs endocriniens. On a des substances proches des dérivés morphiniques, par exemple des gluten morphine ou des dérivés du lactose. Et souvent, ça prend son origine dans la perméabilité intestinale, qu'on a très fréquemment chez les autistes, les hyperactifs. Hein, ça, c'est bien connu des cliniciens maintenant. Oui, tu parles souvent de xénobiotiques aussi. Ce sont des xénobiotiques, oui, des substances étrangères à la vie, qui d'ailleurs, dont certaines d'ailleurs sont spécifiquement dédiées, j'allais dire entre guillemets, à attaquer l'immunité. On a donc des immunosuppresseurs dans les produits chimiques, tout comme on a des perturbateurs endocriniens, tout comme on a des éléments cancérigènes. Cette famille des xénobiotiques est un paramètre nouveau, puisque notre chimie organique, il ne faut pas l'oublier, depuis à peu près un siècle et demi, eh bien, a mis dans la nature plus de 4,5 millions de substances chimiques dont la plupart n'ont pas été traitées quant à leurs effets toxicologiques. Et ça, c'est un petit peu, sans doute, un des facteurs plus spécifiques à notre époque, l'interférence entre ces xénobiotiques et notre système, via souvent notre système immunitaire, mais aussi notre système endocrinien. Et évidemment, par modification du fonctionnement informationnel du système nerveux. Hein, souvent, par exemple, les pesticides sont des éléments qui bloquent la médiation chimique, hein, et qui vont donc en même temps rendre en quelque sorte, constituer des zones aveugles dans le corps que le cerveau ne va plus voir, entre guillemets. Ça nous amène à parler d'un nouvel élément, après avoir présenté la dimension historique, après avoir montré en fait ce grand invariant qui est la séparation, la distinction entre un intérieur et un extérieur, entre un soi et un non-soi, où on dira dans le monde identitaire avec Paul Ricoeur entre l'ipsé et l'idem. Nous sommes des êtres psychosociaux aussi dans notre réalité. L'idem, c'est que nous sommes semblables parmi nos semblables. Et l'ipsé, c'est que nous avons un soi identitaire unique, une unicité en fait. Et il y a une tension, il y a un tenseur en fait
qui fait partie de la dynamique même de la personnalité et de l'identité psychologique de nature psychosociale, c'est le tenseur entre l'idem, le fait de se conformer, d'être comme les autres, ce qui nous permet de vivre en société, de nous reconnaître par des affiliations d'appartenance, de groupe. Mais en même temps, nous avons un attrait vers le dedans, la nécessité de défendre notre spécificité, de protéger notre jardin intérieur, en fait, ce qui est ce grand pôle de l'ipsé. Ce tenseur idem ipsé est un tenseur immunitaire, entre guillemets, mais si tant est, le grand invariant qu'on trouve dans l'immunité puisse s'appliquer en psychologie. Visiblement, il le peut. En fait. Immunis en latin, ça veut dire mis à part, exempté en fait. Et donc, il y a une partie en nous qui doit être exemptée de l'ingérence extérieure de l'autre ou du monde social. Il y a une partie en nous, qui est tout notre organisme, qui doit être exemptée des attaques extérieures, des agressions extérieures. Et ce lieu, en quelque sorte, cet espace, a son armée qui est l'ensemble des processus immunitaires. Nous avons des processus analogiquement immunitaires pour protéger notre propre identité. Dans la vision intégrative qu'on développe à l'école de naturopathie, c'est important de mentionner aussi cette vision des choses-là. En fait, cet immunisme, cette exemption de charge, en fait, est un processus beaucoup plus universel. Et comme je vous le disais, avec les travaux de Paul Trouillas, qui va s'étendre au niveau des sociétés, au niveau de peuples, voire d'ethnies. Voilà, on travaille beaucoup, et c'est une excellente chose, sur la biodiversité. Il y a aussi une biodiversité des idées, une biodiversité humaine, aussi une biodiversité immunitaire, n'est-ce pas? Parce que si par exemple on prend on dit cette géniale découverte française qui est le système HLA, eh bien, il y aurait beaucoup de choses à dire pour l'immunité et également sur la valeur qu'aurait ce typage HLA, qui au départ était surtout lié au complexe d'histocompatibilité lors des greffes. C'est pour ça que le prix Nobel avait été attribué sur cette question à Jean Doussa, mais en plus, ça va beaucoup plus loin, le système HLA. C'est un typage qui spécifie en fait nos milieux intérieurs et notre activité cellulaire. Il y a des choses qui peuvent le parasiter, ça d'ailleurs encore. En fait, l'idée de parasite, elle est universelle. Et là encore, c'est important d'en parler. D'abord, dès qu'il y a agression d'un facteur extérieur, il y a un phénomène de guerre informationnelle qui se développe en fait. Quand le virus va réussir à violer l'intégrité de la membrane cellulaire et ensuite faire que finalement la cellule se mette à travailler à son compte à lui, au virus, pour produire des virus en fait, et envahir de manière galopante l'organisme, il utilise une guerre informationnelle, puisqu'en fait il va implanter ces séquences d'ARN ou ces éléments d'ADN dans la cellule pour qu'elles se mettent à se dissocier en fait. Donc lui, il a introduit une séparation qui n'est pas vertueuse. Du moins, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Et la plupart des bactéries aussi, mais aussi des parasites en fait, et je pense que le professeur Invert nous en parlera parce que c'est vraiment un expert mondial de la question. Eh bien, les parasites et les micro-organismes sécrètent des neurotoxiques en fait, qui sont des agents informationnels qui vont en fait moduler et trahir la transmission. C'est un petit peu comme si un état-major central donnait ses ordres à son armée sur le terrain et qu'entre-temps, l'ennemi modifiait les messages de façon à ce qu'ils arrivent soit pas du tout, soit totalement inversés dans leur contenu, et ce qui provoque rapidement en fait le risque.
Ça nous rappelle que l'immunité est un processus de reconnaissance, c'est avant tout un processus informationnel. Et le concept de médecine de l'information, de médecine informationnelle, est quelque chose qui est dominant pour pouvoir intégrer, on l'a vu dans notre travail sur les thérapies complémentaires ou suppléantes, c'est un élément absolument essentiel qu'on doit intégrer pour comprendre une fois pour toutes de manière réelle le mode d'action de certaines thérapeutiques qui restent exotiques, hein, au moins dans la lecture strictement moléculaire de la vie, telle que l'homéopathie par exemple. L'homéopathie, oui, c'est une médecine de l'information, parce qu'elle marche très bien au niveau cellulaire. On ne peut pas parler d'effet placebo. C'est très intéressant de regarder les travaux que le docteur Tadeusz Nawrocki, qui est vraiment un génie de la médecine, a fait au niveau cellulaire pour montrer que des dilutions homéopathiques, même korsakoviennes, c'est-à-dire il n'y a plus aucune molécule possible qui survit dans le produit, eh bien les cellules réagissent fortement en fait dans les cultures. Lorsque par exemple on essaie de les infecter par un élément pathogène et qu'on met cet élément pathogène sous forme d'une information homéopathique, portée par de l'eau la plupart du temps, eh bien les cellules résistent, et c'est statistiquement facile à démontrer, d'une manière extrêmement puissante à l'élément viral ou parasitaire ou bactérien qu'on essaie d'y injecter. Donc je pense que ce qui va être peut-être en filigrane de la totalité de ce congrès, c'est le concept de médecine de l'information, qui commence à être accepté progressivement en médecine, tout comme il commence à être accepté par exemple dans le domaine de la physique. On peut citer Philippe Guillemant en physique, un de nos très brillants physiciens et ingénieurs du CNRS en France, qui nous explique qu'il y a une médecine, qu'il y a une physique de l'information, et analogiquement, on peut dire après lui, il y a une médecine de l'information, c'est-à-dire une médecine qui soigne, entre guillemets. Et le naturopathe ne dira pas qu'elle soigne, le naturopathe dira qu'elle module les feedbacks de surveillance du corps, de notre homéostasie. On peut moduler ces feedbacks, ces retours informationnels, en injectant au bon moment la bonne information. Et le thérapeute est lui-même une information, puisqu'on sait que quand un patient a une confiance totale à son médecin, même les thérapeutiques qui ne seraient pas totalement adaptées à cette pathologie par le médecin vont être efficaces. C'est un effet placebo qui est l'effet majeur qu'on mobilise dans toute thérapeutique, même les plus armés, même avec des tests Cochrane en fait. Dans l'acte thérapeutique de l'art médical, on a quand même toujours cet effet placebo. Tout comme il y a des effets nocebo. Si on a peur d'une substance, elle va nous rendre malade, même si elle est absolument neutre. Donc il faut une méthodologie très sérieuse quand on commence à attaquer la médecine de l'information, parce qu'on risque de dire n'importe quoi. Il faut dire quel type d'information on utilise, dans quel cadre, justifié par un cadre théorique. Pour l'homéopathie, il faudrait plutôt un modèle tiré de la physique que de la biochimie. Il y a eu des modèles qui ont été tentés, mais pour l'instant, les données restent au niveau empirique. Tu nous parles d'information, donc tu ne peux pas ne pas nous parler de Benveniste et de Montagnier. Benveniste, en fait, c'était un très brillant immunologiste, un des plus brillants immunologistes. Et donc, cette polémique qu'il y a eu sur la mémoire de l'eau, je ne sais même pas s'il n'est jamais... Je ne pense pas qu'il ait parlé de mémoire de l'eau, c'était une invention de journaliste. Benveniste était un expérimentaliste, mais je pense qu'à son époque, il n'avait pas vu le poids que pouvait apporter la pollution électromagnétique de son laboratoire. C'est à un certain moment, par exemple, quand il prenait un cœur de cobaye qu'il mettait en survie artificielle, et les cobayes font des chocs mortels au niveau cardiaque quand on présente de l'albumine de l'œuf. Donc, quand on présente un cœur de cobaye maintenu en survie physiologique, l'albumine de l'œuf, il fait un choc et il s'arrête.
Benveniste l'a démontré, mais ça marchait des fois, mais des fois ça ne marchait pas. Que de présenter simplement la copie électromagnétique, c'est-à-dire en fait la substance dans son champ électromagnétique au cœur de cobaye, arrêter le cœur de cobaye comme la vraie substance. Il y a certaines dilutions. Alors me direz-vous, comment une substance peut-elle être électromagnétique? C'est très simple, c'est une loi de la physique quantique, hein. C'est-à-dire que tout système moléculaire, de par simplement sa masse moléculaire, euh, en utilisant l'équation de Schrödinger en particulier, peut être transcrit en spectre fréquentiel. Ça, c'est pas en soi quelque chose d'étonnant. Voilà. Donc le professeur Montagnier a repris les travaux de Benveniste. Et comme il était spécialiste en virologie du VIH, ben il s'est dit, bah tiens, est-ce qu'on peut enregistrer le VIH de cette façon-là? Et ensuite, est-ce qu'on peut, à partir de cette information, reconstituer également un virus? Et là, c'était une levée de bouclier parce que, avant de pratiquer ce genre d'expérience, il faut reconstruire la théorie, en fait. C'est-à-dire, bon, les choses marchent, il y a des quantités de faits qui marchent. Le problème, après, c'est d'apporter la compréhension intellectuelle certie dans la pensée scientifique. Et là, il y a un changement de paradigme tel que ça ne pouvait pas passer. Par contre, l'idée de médecine de l'information est largement présente. Alors, l'article qui avait été écrit dans la revue Hegel, qui est une revue à l'origine de médecine de gastroentérologie, qui est devenue une revue plus large, qui veut évaluer avec le groupe GETCOP de Nancy et de Strasbourg les thérapies complémentaires. La revue Hegel avait accepté, une revue indexée CNRS, ce type de concept. Il est maintenant repris par un certain nombre de médecins, et c'est une bonne chose, tout comme le concept de périderme d'ailleurs, parce que ça repose sur des faits qui sont mesurables. Donc ça évolue lentement, mais on peut préciser que c'est quand même très ancien. On peut parler de Reif encore. Oui, la thérapie fréquentielle, elle est très ancienne. C'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale à peu près, non? Oui, ça s'est beaucoup développé. En fait, les Français, par exemple, avaient une manière, ça c'est l'école de Nancy depuis plus d'un siècle, hein, qui utilisait l'électricité pour augmenter le potentiel zeta du corps, et donc faciliter ainsi l'état des colloïdes pour maintenir l'argent. Pour maintenir, disons, il y a le colloïde d'argent aussi pour ça, mais pour maintenir l'état de réactivité d'un milieu intérieur. Et donc, il y a eu la tradition électromagnétique de médecine française qui a très bien fonctionné. On asséchait dans les années 50 en utilisant des hautes fréquences, c'est-à-dire en fait des ondes pulsées à très haute fréquence, on asséchait des sinusites. Et puis après, avec l'arrivée des très puissants antibiotiques, ce sont devenus des méthodes obsolètes. Et donc, c'est dommage parce qu'elles peuvent toujours rendre autant de services. Alors, Reif aux États-Unis, lui, avait réussi à faire correspondre à chaque micro-organisme une fréquence de résonance qui, par amplification de la résonance mécanique, utilisait une ampoule plasma, en fait, un générateur de fréquences très précis. Et comme il avait inventé un microscope très performant, il observait en direct, à partir de gants, le micro-organisme soit déchirait sa membrane, soit explosait. Et donc, il a ainsi, à l'époque, passé en revue dans son laboratoire la quasi-intégralité des agents pathogènes de son époque. Là, il y a une interférence compliquée dans l'histoire de Reich, parce que à la fois ça télescopait en fait l'approche moléculaire, qui aurait été, et biochimique, qui aurait été vraiment dramatique d'abandonner à l'époque. Ça nous a apporté des connaissances extraordinaires en biologie, puis des médicaments très puissants, grâce au travail de l'époque en industrie pharmaceutique. Il ne faut quand même pas oublier cette histoire. Et puis après, il y a eu la dimension plus conceptuelle, c'est-à-dire les gens n'étaient pas prêts à repenser la biologie, tout comme on a encore assez peu aujourd'hui, sur des bases liées aux sciences physiques. Le système Spooky, qui va être développé grâce au génie de John White, et puis à l'électronique chinoise,
commence à avoir des résultats intéressants, mais on est loin d'avoir une absolue maîtrise. Donc ce sont des outils, comme tu l'as très bien rappelé, ce sont des outils qui doivent faire partie de notre arsenal, parce que l'histoire des grandes épidémies de l'humanité, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête. En 1854, ici en Franche-Comté, ben, il y avait une bonne partie de la population, moins 40%, dans certains villages qui avaient été totalement décimés. Il y a eu des grandes épidémies de peste noire au XIVe siècle. Il y a eu, il y a eu la lèpre aussi, la peste qui a accompagné la vie humaine. C'était une extraordinaire conquête que la découverte des antibiotiques, des subfamilles des antibiotiques. Ils ont bien sûr beaucoup d'éléments secondaires, mais personne ne va s'en plaindre. À un certain moment, quand toutes les barrières immunitaires ont été dépassées, ça peut se faire très vite, en 24-48 heures, personne ne peut être en danger de mort. Heureusement qu'on a développé cette phénomène. Bien sûr, on aurait pu aussi utiliser, euh, et là on est très bien placé en France, les molécules très complexes des huiles essentielles, l'aromathérapie, qui sont, qui sont aussi des appoints fantastiques pour le monde immunitaire. Vous voyez, quand on parle de médecine d'information, il faut se dire qu'on entre dans un nouveau paradigme qui sera sans doute celui du XXe siècle, où on va avoir une compréhension à la fois plus biophysique et plus fine des champs informationnels du vivant. Et en fait, la dimension cachée de l'immunité, c'est la dimension informationnelle. Parce que la reconnaissance, on va dire presque chimiotactile, par exemple, qu'on trouve dans les phénomènes immunitaires, en fait, au niveau des cellules, au niveau pour la construction des anticorps, cellules dendritiques, et puis en face, bien sûr, les lymphocytes cytotoxiques. Tous ces processus-là ont aussi une dimension informationnelle. Et comme c'est un phénomène qui se fait à niveau moléculaire, il se fait au niveau quantique, c'est-à-dire quand vous approchez un fragment d'un micro-organisme, d'un site sensible cellulaire, en fait, il y a le système clé-serrure qui se fait, mais il y a automatiquement un système quantique, c'est-à-dire une information quantique qui est une vibration parfaitement calculable et mesurable, électromagnétique. Peut-être que la présentation directe de cette information électromagnétique pourrait avoir des effets comparables à une substance moléculaire physiquement présente. Alors ça, je pense que ce sont des pistes. Après, bien sûr, il faut que le système économique continue à vivre. On ne peut pas chambouler toute l'organisation médico-pharmaceutique d'un revers de main. Mais on peut aussi ouvrir des espaces d'exploration pour une raison très simple, c'est que d'avoir utilisé à tort et à travers souvent les antibiotiques, en fait, on a rendu les pathogènes multirésistants. Je pense qu'un des grands défis de la médecine dans les 10 ans qui va venir, ce n'est pas à nous d'en parler, ce sera sans doute de trouver des alternatives à ce qui ne marchera plus. Hein. Déjà maintenant, les pathologies pulmonaires qui deviennent très inquiétantes au niveau mondial, il faut des fois associer 2, 3 antibiotiques pour en venir à bout, pas toujours de façon très très satisfaisante. Donc les pathologies respiratoires, elles vont avoir besoin d'être sans doute repensées. Et l'aide que la naturopathie peut apporter, ben, c'est de fortifier le poumon, rééduquer la respiration, apporter des nutriments qui permettent à l'organisme un certain nombre d'outillages de défense. Enfin bref, au total, dans ce qui est une introduction imparfaite, j'essaie de mettre en valeur ces 4 points, la dimension historique, la dimension des grands invariants, celle de la distinction du soi et du non-soi, et enfin celle de la médecine de l'information qui va être en filigrane, courir à travers tout ce qui va être vu, que ce soit l'information que le géobiologiste va capter grâce à sa haute sensibilité
corporels aux champs qui facilitent la maladie, ce que le docteur Hartmann a déjà parfaitement démontré dès les années 50 en Allemagne, que ce soit l'apport des, des physiologistes, des virologues, des experts en immunologie ou en médecine interne. Toutes ces approches, on en a besoin aujourd'hui. C'est un véritable service à rendre à l'humanité, sans dogmatisme, mais non plus sans arbitraire. Il faut toujours toujours demander au moins l'évaluation clinique et si possible la démonstration expérimentale de tout ce qu'on a. Donc pour terminer cette évocation, le passage par les études de psychologie m'ont appris à être particulièrement vigilant à la fois à l'aspect méthodologique et à la vérification de toutes nos affirmations. Vous savez, les psychologues ont un petit problème, c'est qu'en fait, ils travaillent pour la plupart, en dehors du comportement, sur des phénomènes non observables directement. Donc, sujet au délire interprétatif ou carrément à l'imprécision. Et donc, il est nécessaire, pour ce faire, de contrôler chaque étape de notre approche. Et donc, l'identité, la personnalité, les états mentaux ne sont pas observables directement. Et donc, nous sommes obligés de construire une méthodologie et aussi de développer la pensée par inférence pour qu'à partir de ce qui est vérifiable et objectivable, on puisse accéder aux réalités non observables directement, mais dont on peut tirer des lois qui s'avèrent à la longue très productives au plan scientifique. Et donc, nous devons toujours garder ce contre-fou. Il y a des quantités de choses que nous ne savons pas. C'est le propre des sciences d'évoluer, on ne peut pas les cristalliser. Ce qu'on pense aujourd'hui aura maintes fois l'occasion d'être repensé. Et donc c'est bien de noter à certains moments, dans un esprit d'ouverture, mais qui n'est pas pour autant la construction d'un palais des courants d'air. C'est important que les médecins, que les naturopathes participent, échangent, participent ensemble à cette œuvre commune où chacun garde sa juste place. Les psychologues gardent leur juste place, les neurobiologistes gardent leur juste place, les épistémologistes nous amènent les éléments, les praticiens nous partagent le trésor de leur expérience. Et je crois qu'en ce qui concerne l'école de naturopathie que tu as eu vraiment la bonne idée d'initier à Longwy, c'est véritablement dans cet esprit que tu convies d'ailleurs les différents intervenants dans lesquels tu travailles. Et donc, voilà, le petit apport que je peux vous partager. Je pense que quand chacun va amener son élément, on va arriver à la fin à une mosaïque d'ensemble qui va nous rassurer peut-être un petit peu plus quant au péril qui pourrait menacer notre survie en tant que civilisation, en tant que peuple, en tant qu'individu face à des virus nouveaux, mutants, aux comportements largement méconnus des virologues qui ne cessent de nous surprendre, qui demandent à la fois beaucoup de vigilance, de prudence, mais aussi de raison gardée, parce que la meilleure façon de détruire un système immunitaire, c'est de se déclarer perdant d'avance, d'accord? Et la meilleure façon de nous affaiblir en ce qui concerne notre réactivité biologique, c'est bien sûr le stress anxieux. Voilà, c'est là-dessus que je pense on pourrait conclure. Bien. Daniel Courty, merci. Merci Kevin de nous convier tous et toutes à cette aventure, toujours un petit peu surprenante comme le sont toutes les aventures. Merci Voilà. et à bientôt. Voilà. Merci. À bientôt. Now let's go.